Bienvenue dans ce premier épisode de, je l'espère, une série de 12 épisodes, puisqu'on va couvrir à travers cette série les 12 groupes de la Coupe du Monde. On va essayer de les analyser en long, en large, en travers. L'idée, ça va surtout être d'établir un état des lieux de chaque équipe, de chaque groupe. Surtout bien essayer de creuser chez les équipes un petit peu méconnues et essayer d'argumenter en la faveur ou en la défaveur de potentiels favoris, de potentielles équipes qui sont surcotées ou sous-cotées. Et donc on va commencer cet épisode tout naturellement par le groupe A. Alors comment on va procéder ? On va procéder dans un premier temps par une revue générale du groupe. On va essayer de savoir quels sont les enjeux dans ce groupe, où se situe le groupe en termes de difficultés par rapport aux autres groupes. Également les petites histoires qu'il peut y avoir à l'intérieur et mon ressenti global sur ce groupe, à quel point c'est un groupe qui me hype pour le mondial. Une fois qu'on aura fait ça, on va présenter chaque équipe une par une, donc avec un petit historique dans un premier temps pour chacune de ces équipes, et on va poursuivre avec les forces, les faiblesses de chacune des sélections, essayer de faire une analyse globale de chaque équipe, une petite revue de l'effectif à chaque fois. Et en espérant apprendre beaucoup de choses, parce qu'il y a pas mal de ces équipes, mine de rien, sur les 48 qui sont qualifiées, qui sont assez méconnues, et je pense, sans trop prendre de risques, que c'est le cas de chacune des 4 équipes de ce groupe A. Donc ce groupe A, on le rappelle, nous avons le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud et la République tchèque. Donc ce sont 4 équipes, 4 sélections que je pense on connaît assez mal en France. Alors il y a la République tchèque qui est une équipe européenne, mais c'est pas un gros cadre européen. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, c'est des équipes qu'on voit rarement jouer en dehors de la Coupe du Monde. Donc c'est un groupe qui est très intéressant, je pense, à analyser. On connaît très peu de choses sur ce groupe. Alors, c'est un groupe qui est extrêmement homogène aussi. Ça, vous l'avez peut-être remarqué, mais Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque, c'est extrêmement serré. C'est 4 équipes qui ont un niveau très très proche. Je dirais pas que c'est le groupe le plus homogène du mondial, parce qu'il y a quand même un autre groupe qu'on va traiter dans les épisodes suivants qui, à mon sens, rivalise en homogénéité avec le groupe A. Mais le groupe A, c'est vraiment quelque chose assez fort quand même. Très sincèrement, à part le Mexique, que je vois difficilement finir à la dernière position, je pense que chacune de ces équipes peut finir à n'importe quelle place. Donc ça va être un groupe qui est très très intéressant à suivre, rien que pour ça. Maintenant, en termes de niveau, en termes de force, c'est pas pour autant le meilleur groupe. Donc ça, c'est autre chose également qui est intéressant. On va établir un power ranking au fur et à mesure de chacune des sélections du mondial, donc qui ira de 1 à 48. Selon moi, quelles sont les équipes les plus fortes, quelles sont les équipes les plus faibles, quelles sont les équipes qui se situent un peu au milieu. Donc on va établir un power ranking de chacune de chacune de ces équipes, enfin des 48 équipes du tournoi. Et donc naturellement, un groupe, normalement s'il est homogène comme le groupe A par exemple, on devrait, sauf surprise, retrouver les sélections qui composent le groupe un peu réunies au milieu du classement. On va voir ce qu'il en est ensuite, sachant que ce sera un power ranking 100% personnel. Et en plus de ce power ranking, j'ai quand même été checker le classement FIFA et les valeurs marchandes de chaque sélection pour essayer d'établir un classement objectif de niveau de difficulté de chaque groupe. Et donc si on prend en compte mon power ranking perso, le classement FIFA et les valeurs marchandes, alors là j'ai ma petite feuille sur laquelle j'ai tout noté, c'est très le bazar. Le groupe A est 10e, c'est le 10e groupe sur 12 en termes de difficulté, donc c'est un groupe qui est relativement faible.
Et c'est pas très étonnant, puisqu'en réalité, ici, je pense pas qu'on ait un favori à la victoire finale. Si c'est soit le Mexique, soit l'Afrique du Sud, soit la Corée du Sud, soit la République tchèque qui remporte le mondial, je pense qu'on sera tous extrêmement surpris. C'est le groupe de l'un des pays hôtes, le Mexique, et autre particularité de ce groupe, donc c'est un groupe qui va se jouer essentiellement au Mexique. Il y a juste un seul match, c'est celui-ci, République tchèque, Afrique du Sud, à minuit, donc ça fait plaisir. 12 p.m. Non, 12 p.m. ça veut dire que c'est à midi là-bas. Je ne sais pas du coup, j'ai pas les time zones françaises, mais bon, midi aux États-Unis, UTC-4, ouais, je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des chances qu'il soit en plein milieu de la nuit ce match-là. Mais donc celui-là, il sera à Atlanta, aux États-Unis, c'est en Géorgie, c'est un peu au-dessus du Mexique. Mais tous les autres matchs seront au Mexique, et bien évidemment, les matchs du Mexique, eux, seront au Mexique, se tiendront au Mexique, dont 2 à l'Estadio Azteca, stade mythique de la Coupe du Monde, la main de Dieu, Maradona, etc. C'est d'ailleurs, ça c'est important à noter, c'est le 3e mondial qui va être accueilli par le Mexique. Donc là il est co-accueilli, c'est la première fois qu'il est co-accueilli, mais c'est le 3e mondial qui va avoir lieu au Mexique, ce qui fait du Mexique le pays qui a accueilli le plus de Coupes du Monde à l'heure actuelle, et c'est mérité, grand pays de foot. Et une dernière chose également que je voulais noter sur ce groupe, que je trouve très intéressante, au-delà de l'homogénéité du groupe, c'est qu'on est sur 4 sélections qui, mine de rien, se reposent pas mal sur leur championnat local. Donc déjà, ça fait toujours plaisir, les groupes composés de 4 continents différents, Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, République tchèque. Tu peux pas être plus dispatché sur la planète Terre que ces 4-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Mexique et l'Afrique du Sud se reposent énormément sur leur championnat local. La Corée du Sud et la République tchèque, un peu moins, mais il y a quand même une petite base en Corée du Sud de joueurs qui évoluent en Corée dans le championnat sud-coréen. Et République tchèque, on va dire qu'il y a la profondeur de banc. Le banc va être essentiellement constitué de joueurs du Slavia Prague, du Sparta Prague et du Victoria Plzeň. Donc c'est un peu kiffant, je trouve, parce que c'est ce que la Coupe du Monde est censée être en pure théorie. C'est vraiment un clash de 4 types de football différents, de 4 championnats différents, de 4 philosophies différentes, de chaque coin du monde qui vont se rencontrer. Et rien que ça, pour moi, ça rend le groupe assez hypant. Autre fun fact, c'est qu'on a, mais ça je pense que maintenant vous le saviez, c'est qu'on a exactement le même match d'ouverture que celui de la Coupe du Monde 2010, Mexique-Afrique du Sud, ce qui est un peu poétique, en tout cas pour moi, parce que c'est le premier match d'ouverture de Coupe du Monde que j'ai regardé en direct, celui-ci. Le 1 partout avec la fameuse ouverture de score sud-africaine. Quoique ouverture de score, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, le but sud-africain qui était assez mémorable. C'est le premier que j'ai regardé. Et parce que la Coupe du Monde, j'ai la Coupe du Monde 2006, j'étais très petit, j'avais regardé que les matchs de l'équipe de France. Mais la Coupe du Monde 2010, je l'ai vraiment regardé de A à Z. Et évidemment, ça rappelle des souvenirs. Bref, maintenant, on va parler de chacune de ces équipes. Vous l'avez compris, c'est très serré. Mais à quel point c'est serré, à quel point chacune de ces équipes a ses chances de sortir du groupe. Déjà, je vais vous le dire clairement, elles ont toutes leurs chances de sortir du groupe. Là, il n'y a pas une seule équipe que je considérais être un exploit de l'avoir sorti du groupe. Et il n'y a pas une seule équipe qui ne peut pas croire en ses chances d'obtenir un 16e, voire un 8e de finale. On va commencer par le pays hôte. Ah oui, donc petite aussi notion, je trouvais ça assez intéressant, c'est les valeurs Transfermarkt du groupe, des joueurs du groupe. Ça permet aussi de voir un peu le rapport de force où il est situé, mais il y a quand même un gros bémol à ça, c'est que il y a des nationalités qui sont souvent assez sous-cotées en termes de valeur marchande, et bien entendu il y a des équipes qui ont une valeur intrinsèque, une qualité de jeu
qui est supérieure à la somme des valeurs des joueurs, enfin qui est supérieure à ce que valent ces joueurs. Et inversement, il y a des équipes qui ont des joueurs hautement valorisés mais qui ne fonctionnent pas super bien. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouvais ça quand même assez intéressant. On a 2 Sud-Coréens dans le top 2. Lee Kang-in, c'est le joueur le plus valorisé du coup de ce groupe A. Donc il faut aller jusqu'à la 12e place pour trouver un Sud-Africain, Lyle Foster. En vrai, c'est pas si mal. En termes d'homogénéité, encore, c'est pas si mal parce que pour avoir zioté vite fait les autres groupes, souvent il y a vraiment 1 ou 2 sélections il faut vraiment descendre bien bas pour trouver le joueur le plus valorisé. Là, on a quand même les 4 pays qui sont représentés dans le top 12. Et ça, je pense pas qu'il y ait énormément de groupes de cette Coupe du Monde qui peuvent s'en vanter. Donc on va commencer par le pays hôte, le Mexique. Donc voilà, j'ai fait ma petite présentation sur Canva. Donc comme vous pouvez le voir, on va partir des points forts, des points faibles. On va à chaque fois identifier un joueur clé. Donc ici j'ai Raúl Jiménez, un joueur à suivre, Gilberto Mora. Je vais développer un peu plus tard sur ces 2 mecs. Donc le joueur clé, qu'est-ce que c'est ? C'est le joueur taulier. Le joueur, s'il fait une mauvaise Coupe du Monde, l'équipe fera une mauvaise Coupe du Monde. S'il fait une bonne Coupe du Monde, l'équipe a ses chances. L'équipe peut faire son meilleur parcours possible. Pas forcément la gagner, parce que ça reste compliqué, c'est quand même réservé à une certaine élite de gagner la Coupe du Monde. Mais en tout cas, c'est le joueur qui, selon moi, va déterminer le réel niveau de l'équipe. Et le joueur à suivre, c'est ce qui est le plus intéressant finalement à la Coupe du Monde. C'est aussi pour découvrir des nouveaux visages, des nouvelles pépites. Alors ce sera pas forcément toujours des joueurs qu'on ne connaît pas, ce sera parfois des joueurs qui arrivent au mondial dans une situation particulièrement intéressante. Donc j'estime qu'il faut les suivre, mais souvent je vais quand même essayer de faire découvrir des joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Et donc celui-là, le Mexique, là, très très intéressant, on va en parler. Le Mexique, donc petit historique du Mexique à la Coupe du Monde. Eh bien c'est simple, le Mexique à la Coupe du Monde, tac, ils sont où le Mexique ? Ils sont là. C'est un run déjà assez spectaculaire entre 1994 et 2018, 8e de finale. Ni plus ni moins. Ils sortent du groupe, ils se font sortir en 8e de finale. C'est à la fois, on peut dire, un peu la loose de toujours se faire éliminer en 8e de finale, de toujours tomber en phase à élimination directe dès le premier match. Ça veut dire que tu élimines personne, littéralement personne, en phase à élimination directe. Donc ça déjà c'est hyper frustrant, je pense, dans les têtes mentalement. Mais c'est aussi une performance qui est à noter. Sur cette période, 94-2018, il n'y a qu'un seul pays qui fait la même chose, qui sort tout le temps de sa phase de groupe. C'est le Brésil. Tous les autres pays, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Argentine, il y a au moins une de ces éditions où ils sont sortis en poule. Pas le Mexique. Et donc c'est à noter aussi. Et en réalité, pour les exemples que je viens de vous donner, vous avez pas besoin normalement de chercher très loin. C'est des performances des contre-performances assez mémorables. Mais cette série a pris fin malheureusement en 2022. Ils se font sortir. Ils sont dans le groupe du futur vainqueur, l'Argentine. C'était très serré avec la Pologne. Les 2 équipes ont 4 points. Différence de but, je crois même pas différence de but, mais je crois nombre de buts marqués avantageux pour la Pologne. Et donc c'est la fin de ce run légendaire de 8e de finale d'affilée. Sachant que le meilleur parcours du Mexique, c'est 6e et 6e, donc c'est quart de finaliste, sur 2 éditions. Et ces 2 éditions, est-ce que vous avez la particularité de ces 2 éditions ? Si on remonte la colonne, Mexique 1986, Mexique 1970. Et oui. Les 2 meilleures performances du Mexique à la Coupe du Monde, c'est tout simplement les 2 fois où ils ont accueilli le mondial. Donc est-ce qu'ils peuvent recommencer
cette saison, cette année. Est-ce qu'ils peuvent passer un tour à élimination directe pour la première fois depuis 1986 ? Donc déjà, il va falloir sortir du groupe, déjà. Mais est-ce qu'ils peuvent le faire ? C'est ce qu'on va voir. Alors les points forts, les points faibles du Mexique. On va commencer par les points forts à chaque fois, puis ensuite les points faibles. Le point fort du Mexique, le principal point fort, il est évident, c'est le home advantage. Ils jouent à la maison. Ils sont à la maison. Et ça joue énormément, particulièrement pour le Mexique. Ça jouerait pour n'importe quelle autre équipe, soyons clairs. Mais le Mexique, c'est une dimension différente. Déjà, on est sur un vrai pays de foot. Une ferveur absolument incroyable, l'une des plus grandes ferveurs du monde. Et on est aussi, en plus de ça, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sélection qui utilise énormément des joueurs de son championnat. Donc c'est pas comme si c'était la France qui accueillait la Coupe du Monde, où là, Mbappé, Olysée, Upamecano, les mecs de première ligue, tout ça, certes ils vont jouer en France, ils vont jouer à domicile, il y aura un léger avantage, mais c'est pas comme s'ils allaient jouer sur des terrains qu'ils côtoient quotidiennement. Là, les joueurs mexicains, ils vont jouer sur littéralement dans des stades dans lesquels ils jouent tous les week-ends. Et c'est des stades où c'est de renommée mondiale que c'est très très dur d'aller faire un résultat. La phrase n'était pas française, mais c'est des stades où c'est hyper chaud d'aller chercher le Mexique. C'est des stades où c'est hyper chaud d'aller chercher le Mexique. Il n'y a qu'à demander aux supporters de l'équipe nationale des États-Unis. Aller jouer le Mexique au Azteca, c'est quasiment mission impossible. En plus de ça, il y a l'altitude aussi qui peut jouer. C'est pas la Bolivie, c'est pas le stade de La Paz. Mais je crois que le Azteca, il y a quand même une bonne altitude auquel les joueurs du Mexique, encore une fois, qui tous les week-ends se baladent dans ce championnat qui est très relevé en plus, le championnat mexicain. En tout cas, c'est l'un des championnats les plus relevés. C'est un championnat avec énormément d'audience, énormément de ferveur, énormément de pression, très bien payé aussi. Et du coup, ces joueurs-là, ils sont habitués à ces stades, à ces conditions, à ces altitudes, à ces atmosphères bouillonnantes. Alors que les Sud-Coréens, les Sud-Africains et les Tchèques, ils ont leur ferveur aussi dans leur championnat local, mais ça va être quelque chose d'aller chercher le Mexique sur ce terrain-là. Donc déjà, rien que ça, pour moi, ça fait que j'imagine pas un monde où le Mexique termine dernier de son groupe. Tout simplement. Ensuite, le dernier rassemblement était assez intéressant. Le Mexique, depuis qu'il y a le tirage au sort, depuis qu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde, c'est une équipe sur laquelle j'ai beaucoup changé d'avis. Parce que il me semblait un petit peu en perte de vitesse. On a ce match amical là contre la Colombie, défaite 4-0 qui m'avait grandement inquiété. 2-1, défaite 2-1 contre le Paraguay, etc., etc. Mais on a eu un rassemblement quand même assez rassurant. 1-0 contre le Panama, 1-0 contre la Bolivie, 4-0 contre l'Islande. C'est des équipes très abordables, mais pour faire un plein de confiance, ça fait du bien. Et puis c'était pas avec les meilleurs joueurs. En tout cas, c'était pas avec les joueurs qui évoluent en Europe, parce que c'était pas sur une période de trêve internationale. Et on a ces matchs nuls qui ont été assez intéressants dans le jeu contre le Portugal et la Belgique, qui sont deux grosses sélections qui font partie des favoris, ou alors vraiment la limite entre favoris et outsiders de la compétition. Le Mexique les a bien tenus. On a bien vu que effectivement, ouais, c'est pas facile d'aller les chercher à Mexico City, et c'est pas facile non plus d'aller les chercher à Chicago. Même aux États-Unis, attention. L'Amérique du Nord, ça reste le territoire de patron du Mexique. Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi qui est à noter pour le Mexique, c'est qu'ils sont très très forts dans la CONCACAF. Donc en Amérique du Nord, c'est eux les boss, c'est vraiment eux les big boss.
Ils ont remporté la dernière Gold Cup, qui est un peu l'équivalent de l'Euro en Amérique du Nord. Et ils ont remporté la dernière Ligue des Nations d'Amérique du Nord, qui est l'équivalent de la Ligue des Nations en Europe. Sauf que la Ligue des Nations est plus importante que la Gold Cup maintenant. La Ligue des Nations est considérée comme la plus grosse compétition nord-américaine, alors que la Gold Cup elle est devenue un peu secondaire. On fait beaucoup jouer les équipes bis, etc. Mais quand même sur ces deux terrains, le Mexique a réclamé sa couronne de meilleure sélection d'Amérique du Nord. Et donc voilà, en Amérique du Nord, c'est une équipe qui est pas facile à aller chercher. Il y a également une génération très très intéressante au Mexique. Et ça, c'est peut-être un truc assez sous-coté, où ils arrivent un peu en secret comme ça. C'est qu'il y a une génération, mine de rien, mexicaine, qui est hyper emballante, hyper excitante. À deux égards. Déjà, on a des joueurs expérimentés. Donc ça, c'est la liste de 55 joueurs. Ils n'ont pas encore leur liste complète, mais ça, c'est la liste de 55 joueurs qui a été présélectionnée. Et ils sont donc un bon mélange, je trouve, de mecs bien expérimentés. Donc si on va dans les buts, forcément, on a Guillermo Ochoa qui va participer à son 5e mondial, je crois. Il a commencé en 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. 6e mondial. Il évolue à l'AEL Limassol en Chypre à l'heure actuelle. C'est sélectionnable. Voilà, ça reste un championnat européen, championnat chypriote. De temps en temps, ils envoient des équipes assez loin en Conference League, en Europa League. C'est sélectionnable. C'est une magnifique histoire, le fait que cette légende de la Coupe du Monde va enfin participer à une Coupe du Monde sur son propre sol. Et ça aurait été dommage effectivement de louper ça. Il sera certainement pas titulaire en revanche, ce sera certainement Raúl Rangel, le gardien des Chivas, qui officiera en tant que titulaire, sauf surprise, peut-être qu'ils vont quand même décider de mettre Ochoa rien que pour ce pédigré Coupe du Monde, etc. Donc déjà ça c'est très intéressant, forcément l'expérience toujours. Johan Vasquez, l'un des défenseurs de Serie A les plus fiables, et quand on sait à quel point c'est un championnat défensif, c'est toujours intéressant. César Montes du Lokomotiv Moscou, Israel Reyes de Club América, ça aussi c'est des très bonnes options de charnière centrale. Il y a une bonne défense je trouve au Mexique. Qui d'autre est-ce qu'on a que je voulais noter? Bien sûr il y a Jesus Gallardo qui évolue à Toluca, qui je pense sera sélectionné également. Comment ne pas oublier Edson Alvarez, comment oublier Edson Alvarez de Fenerbahçe, qui a brillé à Tottenham. Fenerbahçe, je crois savoir qu'il a fait une saison un peu en demi-teinte au Fener, mais ça reste un vrai taulier du Mexique. Qui d'autre est-ce qu'on pourrait citer? Alors, il y en a beaucoup, Luis Chavez de Dynamo Moscou. Encore une fois, il y a des mecs de Chivas, Cruz Azul, les Tigres, Pumas, tous ces clubs-là. En attaque, évidemment, Raúl Jiménez. Et donc, c'est là où j'aimerais vous parler du joueur clé. C'est une légende, tout simplement. C'est une légende du Mexique, Raúl Jiménez. C'est encore aujourd'hui, je pense, la meilleure option au poste de numéro 9 que possède le Mexique. À Fulham, il a fait une saison, je crois, à une douzaine de buts, si je ne m'abuse. Une douzaine, on va regarder. Peut-être que je m'abuse. On va regarder Raúl Jiménez, hop, Mexique, tac. Transfermarkt, sa saison à Fulham, il est quand même sur 12 contributions offensives, 9 buts en PL, 1 but en League Cup. Et Fulham, c'est pas une équipe qui marque beaucoup, donc c'est déjà pas mal en vrai d'avoir 12 contributions offensives avec Fulham. Pour moi, ça reste la meilleure option au poste d'attaquant que possède le Mexique, parce qu'on a Santiago Jiménez qui est le joueur le mieux valorisé de l'effectif mexicain,
qui est très décevant depuis qu'il est à l'AC Milan. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il ne soit pas sélectionné à la fin. Une autre option qui pourrait être intéressante à voir ce que ça donne avec l'équipe nationale, c'est Julián Quiñones, qui évolue donc à Al-Qadsiya en Arabie Saoudite. Et lui, par contre, pour le coup, pour avoir des stats, il a des stats d'attaquant. Julián Quiñones en Arabie Saoudite, en Saudi League, il est sur une saison à 30 matchs, 30 buts. Attention à ce mec-là. Et du coup, à mon avis, s'il faut choisir, s'il y a une place qui joue entre lui et Santiago Jiménez, à mon avis, ce sera lui. Maintenant, le Mexique, c'est un contexte différent, mais ouais, quand tu as un joueur qui stat autant, quand tu as un attaquant qui stat autant dans un championnat qui est de plus en plus mieux perçu par les sélectionneurs, le championnat saoudien, c'est difficile de faire l'impasse. Je pense que c'est sélectionnable, que c'est à surveiller, c'est intéressant. Qui d'autre est-ce qu'on a César Huerta, d'Anderlecht et tout. Mais Roberto Alvarado, bien sûr, Diego Lainez. Mais je voulais, moi, vous parler de la génération qui arrive, la nouvelle génération mexicaine qui arrive, qui est également très très hypante. Avec notamment Obed Vargas qui évolue à l'Atlético Madrid, qui a été pris cet hiver. Il était à Seattle. C'est un joueur qui est très intéressant, qui a une bonne place maintenant dans le groupe, dans le collectif mexicain. C'est un 2005, donc très très jeune. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à l'Atlético, mais en même temps c'est normal. L'entrejeu de l'Atlético, c'est pas non plus le truc le plus open du monde. Pour un jeune joueur qui découvre l'Europe, c'est déjà pas mal. Je crois qu'il a fait quelques matchs intéressants en Liga depuis qu'il est arrivé. Mais à Seattle, c'était une valeur sûre, l'un des meilleurs joueurs de MLS de très loin. Et il a énormément de potentiel, de choses à faire valoir. Donc, je sais pas s'il sera titulaire, à voir, mais ça va être très intéressant à surveiller. Obed Vargas. Il y a également l'ami Armando González de Chivas. Donc Chivas Guadalajara, c'est... Alors je sais pas si c'est le meilleur club mexicain à l'heure actuelle, mais en tout cas c'est de très loin le club le plus représenté dans cette sélection. Peut-être à égalité avec Cruz Azul et le Club América aussi. Mais le Chivas est très représenté. Armando González, jeune attaquant, 2003. Également des stats assez impressionnantes de mémoire. Évidemment valorisé à 15 millions, c'est l'un des joueurs mexicains les mieux valorisés également. 5 aussi, voilà. Des 12 buts en 17 matchs pour un 2003, franchement c'est pas mal. Encore une fois dans un championnat, la Liga MX qui est absolument pas à sous-estimer. Championnat très élevé. Je sais pas qui a emporté la dernière fois le championnat. Dans le classement, en tout cas, les Chivas sont actuellement 6e. De mémoire, c'est un championnat qui est très très homogène sur ces grosses équipes. Et du coup, l'autre mec sur lequel effectivement j'aimerais attirer votre attention, c'est Gilberto Mora. Je vais pas montrer de highlights, malheureusement, je pense pas que je puisse me le permettre, mais Gilberto Mora, attention, ça a le potentiel d'être la pépite du tournoi, et je pèse mes mots parce que dans les autres joueurs à suivre des autres sélections, j'ai beaucoup plus hésité. Gilberto Mora, c'est un 2008 déjà, donc très jeune, plus jeune que Lamine Yamal. Il évolue à Club Tijuana, qui est l'un des meilleurs clubs mexicains, enfin vous commencez à connaître la formule. Et il est sur une saison 2025-2026 très intéressante. Il est toujours pas titulaire indiscutable, j'ai l'impression, mais voilà, 3 matchs de but, 11 matchs, 3 buts. Il a pas beaucoup joué ensuite, mais très intéressant. Allez voir des highlights de Gilberto Mora, je pense que vous allez être vendu. C'est un 2008, très jeune, très haut potentiel. Il élimine très facilement des tontons de 35 ans. Il est vraiment
hyper hypant, hyper intéressant, comme Obed Vargas, comme Gonzalez. C'est vraiment une sélection qui est très intéressante. Une génération qui monte, qui est très intéressante. On a ces 3 jeunes-là, Armando Gonzalez, Obed Vargas et Gilberto Mora, qui sont vraiment à surveiller. J'ai mis Gilberto Mora parce que, étant donné son très jeune âge, sa précocité, le fait qu'il soit déjà assez important pour la sélection mexicaine, je pense que c'est vraiment le joueur à suivre. C'est peut-être un mec, si le Mexique fait un beau parcours, qui pourrait arriver en Europe dès cet été ou alors l'été d'après, et qui pourrait attirer les yeux d'un club européen, d'un assez gros club européen. Donc attention Gilberto Mora, et globalement attention au Mexique, parce que génération très intéressante, le home advantage, etc. etc. Maintenant, tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes pour le Mexique. Tout d'abord, ils sont peu conquérants face aux équipes qui ne sont pas de la CONCACAF, donc en Coupe du Monde c'est un peu difficile si tu dois affronter des équipes du monde entier. Et on l'a vu sur ces rassemblements-là. Contre le Japon, c'était galère. Contre la Corée du Sud, c'était galère. Contre la Colombie, c'était galère 4-0. Et il y a également la Copa América de 2024, où ils font une sacrée contre-performance en phase de groupe. On va regarder Copa América, tac, 2024. Hop, où là pour le coup en Copa América c'est plus la même chose, t'es plus face aux petits d'Amérique du Nord, t'es face aux sélections d'Amérique du Sud, et c'est forcément pas la même histoire que quand tu joues contre le Panama et Haïti. Bon, ils finissent quand même avec 4 points. Courte victoire, tac. Ouais, défaite face au Venezuela, c'est ça qui fait mal. Bon, elle est pas catastrophique, cette Copa América. J'ai peut-être un peu mal parlé. Mais globalement, c'est vrai qu'ils sont moins conquérants quand il s'agit de sortir de leur zone de confort nord-américaine. Alors là, certes, ils sont en Amérique du Nord, mais ils vont jouer contre beaucoup d'équipes non nord-américaines, à commencer par celle de leur groupe. Et est-ce qu'ils sont vraiment capables de enfin remontrer à nouveau un visage séduisant face à des sélections qui ne sont pas des sélections nord-américaines, tout simplement. C'est la grosse question qu'on peut se poser sur le Mexique. Les couloirs sont assez faibles également. Les couloirs sont assez faibles, donc quand je dis couloirs, c'est et les latéraux et les ailiers. C'est fini l'époque de Irving Lozano. Et je trouve personnellement que les couloirs sont assez faibles. Roberto Alvarado, Diego Lainez, ça me vend pas du rêve. Et pour les latéraux, on va jouer avec le vieux Jesus Gallardo. Il y avait un Mateo Chavez qui était intéressant à une période, mais là, Lazad, il a pas fait une très bonne saison. Donc les couloirs sont assez faibles, mais là où il y a où je mets une petite astérisque quand même, c'est que c'est un défaut qui est relativement partagé par les autres équipes du groupe aussi. Donc peut-être que ça va s'annuler finalement. Et enfin, ils sortent de leur pire période. C'est peut-être, on peut donner un argument pour dire que la période entre 2020, 2023, 2024, c'était le pire Mexique de l'histoire. En tout cas, c'était le pire Mexique du XXIe siècle. Parce que déjà, il y a cette contre-performance en Coupe du Monde, alors que bon, c'était pas un groupe évident, mais la Pologne, c'était quand même assez faisable. Et il y a aussi pas mal de défaites contre les États-Unis sur cette période, et ça pique parce que grosse rivalité Mexique-États-Unis forcément. Et il y avait et les États-Unis ne faisaient que de les battre pendant quelques années là. Heureusement maintenant ça va un peu mieux. Il y a déjà forcément les victoires sur les compétitions de la CONCACAF. Et j'ai l'impression avec le dernier rassemblement là qu'il commence à y avoir quelque chose. Le sélectionneur, j'en ai pas parlé, c'est pas hyper intéressant en réalité pour le Mexique. C'est Javier Aguirre Aguirre. J'ai dit ça comme si c'était un anglais. J'imagine qu'on devrait dire Javier Aguirre ou un truc comme ça. Mais bref, c'est un mec qui a déjà sélectionné 2 fois le Mexique avant de venir. Là, c'est son 3e mandat. J'imagine que c'est satisfaisant. Je connais pas très bien, mais j'imagine que c'est satisfaisant pour le Mexique. C'est important d'avoir un mec du pays en tant que sélectionneur. Et ouais, donc globalement mon avis sur le Mexique, ils arrivent dans une situation très intéressante. Le
home advantage, la bonne génération. Il y a des petits bémols forcément, on ne sait pas trop ce que ça donne quand ça joue contre une adversité internationale. Il y a des petits postes comme les couloirs où c'est pas hyper intéressant. Mais il y a quand même des choses à se mettre sous la dent au Mexique. Il y a des beaux tauliers, on a dit Raúl Jiménez, Edson Alvarez, etc. Il y a des joueurs à suivre, Obed Vargas, Gilberto Mora, etc. Et voilà, le Mexique, pour moi, là je vous le dis comme ça, est largement favori pour remporter ce groupe. Et c'est ce qui m'empêche de qualifier ce groupe du plus homogène de la compétition, parce que malgré ça, ça reste très très serré avec les autres sélections. Et donc on va aller sur la Corée du Sud. La Corée du Sud, petite historique, et donc je l'ai aussi mis dans leur point fort, expérience de Coupe du Monde ++, c'est une équipe qui est extrêmement régulière à la Coupe du Monde, la Corée du Sud. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière Coupe du Monde que vous avez vue où il n'y avait pas la Corée du Sud ? Je vais vous arrêter tout de suite, normalement, non, vous vous en souvenez pas, parce que la dernière Coupe du Monde sans Corée du Sud, c'était 1982 Espagne. Donc voilà, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui traînent sur YouTube qui étaient assez âgés en 1982 pour se souvenir de la Coupe du Monde sans Corée du Sud. Et depuis, c'est assez régulier. Alors il y a eu, au début ça galérait un petit peu, il y a eu cette anomalie, effectivement la Coupe du Monde 2002, où ils sont le pays hôte, où ils vont jusqu'en demi-finale, ils finissent 4e, avec un arbitrage plutôt maison, mais en même temps c'était quand même une belle équipe aussi. Et ensuite on alterne entre des éliminations phase de groupe et des qualifications en 8e. Ce qui correspond plutôt bien au niveau en réalité de la Corée du Sud. C'est une équipe qui a un niveau 8e de finale, mais qui a peut-être qui est trop léger, je pense, pour passer au palier du dessus, en tout cas pour le moment. Et donc voilà. Donc c'est l'expérience Coupe du Monde quand même qui, je trouve, est un vrai avantage pour la Corée du Sud. Ça fait des générations et des générations maintenant que c'est une équipe qui va tout le temps à la Coupe du Monde, qui est une équipe obligatoire de la Coupe du Monde. Pour vous dire, ce run, ça fait plus longtemps que la France, que la Corée du Sud se qualifie à toutes les Coupes du Monde. Alors certes, on va se dire c'est plus facile de se qualifier dans la zone Asie, et c'est totalement vrai. S'ils étaient la même équipe dans la zone UEFA, je ne pense pas qu'ils auraient enchaîné autant de Coupes du Monde. Mais quand même, ça reste à noter. Le Japon, par exemple, ils le font pas. L'Arabie Saoudite, ils le font pas. Même l'Australie le faisait pas, alors qu'à l'époque, ils étaient en Océanie où c'était encore plus facile. Donc c'est quand même à souligner. Et c'est surtout, je pense que ça peut jouer dans les têtes. Parce que la Corée du Sud, je le mets dans les points faibles, pas très convaincante ces derniers temps. On va aller voir ce que ça donne, la Corée du Sud. On va aller voir ce que ça donne. Mais vraiment pas convaincante. Déjà, les qualifications... c'était un peu poussif. Alors ils finissent quand même premier de leur poule en qualification, mais c'est une poule où ils avaient franchement qui était très très accessible. Il y avait l'Irak, il y avait Koweït, et de mémoire il y avait la Palestine, il y avait Oman et il y avait la Jordanie. C'était la poule la plus facile sur les 3 poules principales. C'était un tour à 3 poules en Coupe d'Asie. Les autres étaient un peu plus relevés. Tu avais d'un côté Iran, Ouzbékistan, Qatar, tout ça assez relevé. Et de l'autre côté, tu avais le Japon, l'Australie, l'Arabie Saoudite dans leur groupe. Donc ils avaient le groupe le plus facile. Ils ont fait quelques contre-performances. Je crois qu'ils ont notamment laissé filer des points face à la Palestine. Donc on sait que la Palestine, forcément, c'est une sélection où ça doit être très très compliqué, je pense, de pratiquer le foot. Donc ça, pour une équipe comme la Corée du Sud, qui est censée avoir beaucoup de valeurs sûres et tout, perdre des points contre une petite équipe, une équipe en tout cas avec un petit vivier et peu de certitude comme la Palestine, c'est assez fort déjà pour la Palestine, mais du coup c'est assez faible pour la Corée du Sud. Et voilà, globalement beaucoup de matchs nuls, je me souviens dans cette phase de qualification. Et ensuite, t'as une belle série là, Paraguay, Bolivie, Ghana.
T'as quand même des défaites inquiétantes. Ouais, 5-0 contre le Brésil. Ils vont quand même battre les États-Unis, mais là après t'as le 4-0 contre la Côte d'Ivoire sur le dernier rassemblement, le 1-0 contre l'Autriche. C'est vraiment une équipe qui bat le chaud et le froid, la Corée du Sud. Voilà. C'est une équipe. Ils peuvent battre n'importe qui, mais ils peuvent aussi perdre contre n'importe qui. Ce qui fait que dans ce groupe-là, c'est très dur de savoir où est-ce qu'ils vont être. Parce que l'Afrique du Sud et la République tchèque, clairement, ça a le même niveau. C'est le même niveau que la Corée du Sud. Mais qu'est-ce que ça va donner? Pas très convaincante, moi je trouve, ces derniers temps. C'est pas l'équipe la plus emballante d'Asie. Il y en a 2 ou 3 que je mets un peu au-dessus de la Corée du Sud en Asie. Autre point faible, c'est les gardiens de but. C'est un point faible globalement partagé par tout le continent. Le continent asiatique, c'est pas un bon continent de gardiens de but. D'ailleurs, intéressant, la Corée du Sud, on a déjà l'équipe. Donc là, on peut analyser. Là, c'est le groupe qui ira à la Coupe du Monde, littéralement. Et les gardiens de but, c'est des mecs de la... c'est des mecs du championnat. Le titulaire, ça devrait être quand même le gardien du FC Tokyo, donc championnat japonais, Kim Seung-gyu. Mais voilà, c'est des gardiens très très faibles. Donc on sait que c'est important d'avoir un bon gardien quand tu veux aller loin dans un grand tournoi. Donc déjà rien que ça, je pense que ça donne quand même un certain plafond de verre à la Corée du Sud qui va être assez difficile à briser. La profondeur de banc est très limitée aussi, je trouvais. C'est beaucoup de joueurs de championnat de seconde zone, un championnat chinois ou alors du championnat local, Corée du Sud. Je vous l'avais dit, c'est 4 équipes qui utilisent beaucoup leur championnat local. Alors la Corée du Sud, là, on voit que pas tant que ça finalement. Il y a quoi? Il y a eu 1, 2, 3, 4, ouais, je crois 5, 6 joueurs. 6 joueurs du championnat. Donc c'est déjà bien. Il y a beaucoup d'équipes qui en ont 1 ou 2 ou voire 0. Donc c'est déjà bien 6 joueurs du championnat, mais c'est des joueurs qui viennent un peu compléter le banc, quoi. Et globalement, je trouve la profondeur est pas incroyable. Je m'attendais à trouver un peu comme au Japon plein de joueurs un peu pépites par-ci par-là et tout dans chaque championnat européen. Mais en fait, non, c'est pas ce qu'on a pour la Corée du Sud. Pour la Corée du Sud, là, on a littéralement quasiment tous les joueurs qui ont percé en Europe qui sont dans la liste. Sauf les 2 mecs du FC Nantes que le FC Nantes avait recruté cet été qui ont fini par partir. C'est triste, je suis trop triste pour eux. Kwon et le deuxième, je crois que c'était Hong, qui feront pas partie de l'aventure. Autant Hong c'était un flop total, mais Kwon je l'avais trouvé très intéressant, très physique et tout. Je me suis dit que pour une sélection nationale, pour une Coupe du Monde, il peut être hyper intéressant. Et en plus, le truc, c'est que les 2 mecs, ils ont participé au dernier rassemblement. Ils ont participé au rassemblement récent. Mais ils n'ont pas été sélectionnés pour la Coupe du Monde. Désolé, encore des carrières tuées par le FC Kita. Dommage. Mais bon, du coup, profondeur de banc limitée, les gardiens c'est très faible et pas très convaincant ces derniers temps. C'est pas la Corée du Sud prime, c'est pas la Corée du Sud tout feu tout flamme qu'on a pu voir en 2022 ou en 2018, il me semble, qui sortent du groupe. Non, peut-être pas 2018. Je crois que c'est 2010 en fait la dernière fois qu'ils sortent du groupe. Ouais, c'est 2010. Bon, c'est pas cette Corée du Sud là, un peu de tout feu tout flamme. Maintenant, il y a quand même des points positifs. Déjà, comme j'ai dit, cette expérience Coupe du Monde qui est un vrai plus. C'est aussi la Corée du Sud, c'est peut-être, je pense, l'effectif le moins rodé du groupe. Oui, d'ailleurs, leur coach, alors, je sais pas si j'ai mis son nom ici. Non, j'ai pas mis son nom, mais le coach de la Corée du Sud, c'est un mec qui est assez intéressant parce que c'était leur capitaine en 2002 pendant l'épopée sur le terrain. Qui avant nous, Hong Myung-bo. Donc c'est actuellement lui leur coach et il fait pas grande unanimité en tant que coach. Le système est pas très défini. C'est une équipe qui se charge beaucoup aussi. Donc collectivement, je pense que c'est peut-être l'équipe la moins rodée des 4. Mais en termes de talent pur, en termes de joyau brut,
c'est eux qui ont les 2 meilleurs joueurs du groupe, et c'est même pas proche. C'est même pas proche. Je vais vous dire pourquoi. Lee Kang-in, joueur clé, c'est évidemment la grosse star de Sud-Coréenne en ce moment, le mec qui évolue à un plus haut niveau. Et je pourrais même le mettre dans le même panier que Kim Min-jae du Bayern, le défenseur central du Bayern. Vous allez dire, ouais, mais c'est des gars qui sont pas titulaires au PSG ou au Bayern, qui sont un peu décevants en vrai depuis qu'ils sont arrivés. Et c'est vrai, mais bon, ils sont décevants au PSG et au Bayern. Je sais pas si vous savez, il y a combien de joueurs mexicains, sud-africains et tchèques qui sont capables de venir dans la rotation du PSG et du Bayern. Mais il n'y en a pas beaucoup. Je pense honnêtement, on peut y avoir un argument pour Patrick Schick, mais sinon je pense qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui a un niveau qui s'approche de Lee Kang-in ou de Kim Min-jae dans les 3 autres sélections. Et Lee Kang-in, en vrai de vrai, j'aime bien à chaque fois quand je le vois jouer. Effectivement, il croque un petit peu et tout, il peut être un peu frustrant, mais il y a quand même un potentiel. Et comme j'ai dit, c'est 2 mecs qui font partie intégrante de l'effectif de 23-24 joueurs, tout simplement des 2 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle, quoi, le Bayern et le PSG. Donc c'est vraiment de très très loin les 2 joueurs les plus talentueux du groupe. Il n'y a aucun débat dessus. Même si, effectivement, ça pourrait être encore mieux, parce qu'ils pourraient être carrément titulaires dans ces équipes-là, mais ils ne le sont pas malheureusement. Donc déjà ça joue d'avoir des joueurs talentueux, et puis c'est pas les seuls. Il y a des mecs de Bundesliga, beaucoup de mecs de Bundesliga, Jens Kastrup, Lee Jae-sung, gros taulier de Mayence, Lee Jae-sung. Jens Kastrup qui est le premier joueur métissé, je crois, sélectionné pour la compétition avec la Corée du Sud pour une Coupe du Monde, donc c'est assez intéressant, ça ouvre un petit peu des horizons. Wang In-beom de Feyenoord aussi, qui a à surveiller, gros joueur au milieu de terrain du Feyenoord. Un autre mec aussi qui est très intéressant, c'est Oh Young-ju, du Beşiktaş. Donc Oh Young-ju, il a commencé la saison à Genk en Belgique, où c'était très fort, il a beaucoup planté, il y avait beaucoup de sélections, beaucoup de clubs européens qui étaient sur lui cet hiver. Il a porté son dévolu sur Beşiktaş, et au Beşiktaş, je crois qu'on est sur une saison plutôt pas mal, mine de rien, pour O. Donc comme vous voyez, il est valorisé à 15 millions déjà, c'est pas mal. Et ouais, 6 buts, 3 passes D, 9 contributions offensives avec Beşiktaş, 3 buts en Europa League, je crois que ça c'était avec Genk, voilà, 6 buts, 3 passes D également avec Genk. Donc voilà, c'est un mec qui stat. Et il y a aussi forcément Wang Hee-chan des Wolves. Donc là il est buteur, parce que moi je me suis fié plus au Transfermarkt, mais en réalité il est plutôt utilisé sur les ailes en Corée du Sud. Il n'y a que Hong Young-jo qui est réellement buteur. Et évidemment, comment ne pas parler de Heung-min Son. Évidemment, il est toujours là, c'est leur capitaine, c'est l'un des joueurs les plus capés, je crois que c'est leur joueur le plus capé, en tout cas de la sélection, Heung-min Son. Heung-min Son qui n'est plus à Tottenham, qui évolue au LAFC, mais je crois de mémoire qu'il a fait une saison très intéressante en MLS. Alors on va regarder ça. Déjà j'ai vu un de ses coups francs et tout qu'il a claqué. Enfin le mec est toujours très, très solide. D'ailleurs je pense en coup de pied arrêté, attention à la Corée du Sud globalement. Heung-min Son, est-ce qu'on va le trouver? Heung-min Son, est-ce qu'on va le trouver? Tac. Heung-min Son. Hop. Ah, je voulais voir ses stats mais c'est pas facile. Tac. Attends, on va regarder comme ça. Heung-min Son, tac. Heung-min Son, LAFC, et de mémoire, il s'est fait une belle saison. Tac. 12 buts, 9 passes D, 8, 2, 7. Ouais, enfin 12 buts, 12 matchs, 9 passes D, je veux dire. Donc très intéressant toujours collectivement. Et là, c'est la saison 2026. Je crois que sa saison 2025 était bien meilleure.
Donc il est toujours là, il est toujours présent, évidemment il n'a pas son prime, il n'est pas à son prime, mais pareil, hein, ça reste l'un des meilleurs joueurs du groupe, c'est peut-être le troisième meilleur joueur du groupe en réalité, hein, derrière Lee Kang-in et le défenseur Kim Min-jae, c'est peut-être le troisième meilleur joueur du groupe. Il y a un argument pour dire que c'est la Corée du Sud qui a le top 3 des meilleurs joueurs du groupe, et pourtant paradoxalement ils ont le moins bon collectif, même s'il y a des choses intéressantes aussi, c'est notamment au niveau des latéraux, où ces deux joueurs relativement jeunes, et surtout je dis latéraux, mais il y a de bonnes chances que ce soit des pistons, hein. Seo Young-woo du Crvena Zvezda, donc l'étoile rouge Belgrade, qui est l'un des joueurs les plus les plus fiables en dehors des championnats principaux, il me semble. J'ai pas vu j'ai pas vu beaucoup d'étoiles rouges, mais j'en ai entendu parler vraiment en bien. Seo Young-woo, moi ça m'intrigue, honnêtement, ça m'intrigue de les voir ces deux latéraux. Le deuxième c'est Lita Seok de l'Austria Vienne. Donc voilà, c'est quand même des clubs qui ont une petite adversité, qui jouent l'Europe, en tout cas surtout l'étoile rouge qui joue la Ligue Europa, valorisé 5 millions, 1,5 millions. Donc voilà, latéral gauche Lita Seok de l'Austria Vienne, Seo Young-woo du Crvena Zvezda en latéral droit. Moi honnêtement ça m'intrigue et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. J'ai entendu du bien de ces deux gars là, apparemment c'est des joueurs qui peuvent, j'ai dit des hauts potentiels, mais bon, hein, c'est un 2002, un 98, hein, ils sont déjà assez avancés, en tout cas qui peuvent faire briller un petit peu la Corée du Sud sur ce mondial. Donc voilà, c'est mon avis. D'ailleurs j'ai mis Hwang In-beom en joueur à suivre, que j'avais cité, c'est le milieu de terrain du Feyenoord. Et Hwang In-beom, mon raisonnement pour l'avoir mis en joueur à suivre, Hwang In-beom, c'est que le milieu de terrain, c'est ce qui me paraît le plus fragile, on va dire, en Corée du Sud, après le gardien. Donc effectivement, il va devoir faire une bonne Coupe du Monde. Lee Kang-in, forcément, il faut qu'il fasse une bonne Coupe du Monde, il faut qu'il brille. Si la Corée du Sud va aller loin, il faut que ce joueur-là fasse des trucs. Mais Hwang In-beom, là où en plus il va être assez clé, c'est que mine de rien, les entrejeux du Mexique, de l'Afrique du Sud, de la République tchèque, c'est assez costaud aussi. Donc il va falloir ce mec-là qui a le pédigré européen, du Feyenoord, etc., qui connaît les Eredivisie, qui connaît la Ligue Europa, qui connaît la Ligue des Champions. Il va falloir ce mec-là au milieu de terrain. C'est pas une pépite à suivre, hein. C'est un mec de 1996 quand même, mais c'est un mec qui est assez méconnu, je pense, si vous suivez pas le Feyenoord. Et qui peut avoir un rôle clé. Finalement, c'est presque deux joueurs clés, hein, que j'ai mis pour la Corée du Sud. Donc voilà, ça va être intéressant. L'Afrique du Sud, ensuite. L'Afrique du Sud, on est sur une équipe, les Bafana, qui est extrêmement compliquée à cerner pour moi. Qui est extrêmement compliqué à cerner, mais on va essayer. Dans un premier temps, il y a un effectif qui est fondé sur le championnat local comme premier point fort. Je vais trop vite en besogne. On va se refocus. C'est pas scripté, hein, donc forcément c'est un peu compliqué. Autant pour moi, j'essaierai de m'améliorer, hein, au fur et à mesure de la série, bien entendu. J'espère que... Normalement c'est le pire épisode, hein, que vous êtes en train de regarder. L'Afrique du Sud, le parcours sud-africain en Coupe du Monde, il est assez récent, puisque la Coupe du Monde 2010 qu'ils ont accueillie, c'était la troisième Coupe du Monde de leur histoire seulement. Ça fait donc du coup littéralement 1, 2, 3, 4, 5, 6 éditions qui n'arrivaient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde. La seule Coupe du Monde où ils se sont qualifiés du coup sur ces 6 dernières éditions, c'était 2010, et c'était pas une vraie qualification puisqu'ils étaient automatiquement qualifiés. Ils n'ont jamais passé les groupes de la Coupe du Monde. Et pourquoi pas cette année ? Parce que, comme j'ai dit, le groupe est homogène. L'Afrique du Sud a clairement ses chances dans le groupe. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. L'Afrique du Sud a ses chances dans ce groupe. Ils doivent regarder la Corée du Sud en face, ils doivent regarder la République tchèque en face, pour moi c'est sûr.
Et ils doivent essayer de faire un truc contre le Mexique, parce que c'est pas non plus un énorme cas d'or, hein. J'en ai parlé en bien du Mexique, mais c'est pas non plus l'Espagne, la France, etc. Donc évidemment, ils doivent essayer de faire un truc. L'Afrique du Sud a ses chances de sortir de ce groupe. En plus, il y a la règle des meilleurs troisièmes. Enfin bref, on va pas épiloguer 30 000 ans dessus. Et le plus gros point fort pour moi, c'est un effectif qui est fondé sur le championnat local. Et c'est un point fort particulièrement pour l'Afrique du Sud, déjà parce que c'est un championnat local qui est assez relevé. C'est sans doute le deuxième, troisième meilleur championnat africain, je pense. Il y a débat, je pense, avec l'Égypte, le Maroc, peut-être l'Algérie, la Tunisie, les pays du Maghreb qui ont des championnats locaux assez intéressants. Mais en tout cas, l'Afrique du Sud, je pense, est top 3, top 5 des meilleurs championnats africains. Il y a des équipes Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns qui sont régulièrement sur le toit de l'Afrique, et c'est ces deux équipes-là, hein, les Orlando Pirates et les Mamelodi Sundowns, qui constituent l'essentiel, la colonne vertébrale de l'Afrique du Sud. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir des joueurs qui se connaissent, d'avoir des joueurs qui parlent le même football. Dans les sélections, c'est particulièrement important, parce que t'as pas beaucoup de temps pour créer ton groupe. Donc créer un groupe finalement de joueurs qui se côtoient au quotidien, hein, quasiment, parce qu'ils évoluent quasiment tous dans le même club, donc quasiment tous dans deux clubs, quoi. Donc déjà, rien que ça, pour l'effet de groupe, pour les automatismes et tout, c'est un avantage qui est évident par rapport à d'autres sélections qui doivent piocher machin chouette au Dynamo Zagreb, machin chouette à Malmö, machin chouette en Arabie Saoudite, etc. Non, l'Afrique du Sud, c'est quasiment tout le monde vient des Orlando Pirates ou des Mamelodi Sundowns, c'est pas compliqué. Et en réalité, c'est très... ça leur... comment dire, ça leur réussit bien à l'Afrique du Sud. Ça leur réussit bien. Coupe d'Afrique des Nations 2021, je crois, ou 2023. 2023. Coupe d'Afrique des Nations 2023, ils font la 3e place. Les qualifications, évidemment, les qualifications aussi de l'Afrique du Sud qui sont hyper intéressantes, parce qu'ils se qualifient avec 3 points de retrait. Avec 3 points de retrait. Et dans leur groupe, ils avaient qui ? Ils avaient le Nigeria. Et on a tous vu, on n'est pas aveugle, on a tous vu à la Coupe d'Afrique le niveau du Nigeria. C'est une équipe, fallait se les faire. Et l'Afrique du Sud a réussi. L'Afrique du Sud a réussi à passer ce groupe qui était assez relevé, avec le Bénin aussi, hein, qui a bien été faire chier jusqu'au bout pour se qualifier. Et le Nigeria, du coup, hein, qu'ils ont tenu en échec. Le Nigeria qui avait mal commencé aussi, hein. Heureusement que le Nigeria avait mal commencé. Mais regardez, il y a ce match quand même, un partout. Ils ont réussi à tenir le Nigeria en échec sur le match qu'il fallait. Ils ont complètement mérité leur place pour la Coupe du Monde. Voilà, il y a aucun débat. Et il fallait le faire, quoi. Il fallait sortir de ce groupe. Le Nigeria et le Bénin, c'est pas facile. C'est vraiment deux équipes très solides. Même le Zimbabwe, c'était pas facile. Le Rwanda, c'était pas facile non plus. C'était un groupe assez poil à gratter, dont l'Afrique du Sud a réussi à se tirer. Donc ça leur réussit bien. Cet effectif fondé sur le championnat local, c'est vraiment un effectif qui n'est pas à sous-estimer. Ils ont peut-être moins de stars européennes, comme nous, comme le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal peut avoir. Mais la valeur collective de l'Afrique du Sud est très 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 forte, et ça, je pense qu'il faut vraiment ne pas avoir regardé les CAN récentes pour penser le contraire. Un style explosif aussi. Ils ont des joueurs qui vont très très vite, l'Afrique du Sud. Ils sont des joueurs... Wow. C'est Oswin-Apolis, c'est le joueur clé que j'ai mis parce que ce mec-là est trop fort avec la sélection. Oswin-Apolis, des Orlando Pirates, très 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 fort. Peut-être je pense l'un des meilleurs ailiers du groupe, parce que c'est pas un groupe qui est très fort en ailier comme on l'a vu. Si tu comptes Lee Kang-in comme un ailier, effectivement, c'est Lee Kang-in. Mais Oswin-Apolis, attention, je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs ailiers du groupe. Pourtant, on le connaît pas trop, hein, il évolue en Europe. Moko Feng également, faire attention à Moko Feng. Qui d'autre est-ce qu'on a ? Alors là, du coup, il n'y a aucune annonce d'effectif pour l'Afrique du Sud. Hein. Donc là, on est essentiellement... en bleu, je crois que c'est les joueurs qui ont participé à la CAN. Et en orange, c'est les mecs qui ont dû participer au... Non, je crois en bleu, c'est ceux qui ont participé au dernier rassemblement, et en orange, c'est les mecs qui ont aussi participé à la CAN, mais qui n'ont pas participé au dernier rassemblement.
Ouais, franchement, Obrem Modiba aussi. Ouais, des joueurs sur les côtés qui sont assez explosifs, un style assez explosif, l'Afrique du Sud. Collectif très bien rodé, forcément. Et bon gardien aussi, bon gardien, ça faut le dire. La CAN 2023 de Rowan Williams, on s'en souvient. Et pareil, les gardiens, c'est quelque chose dont le groupe est assez dépourvu. Hein. Raúl Rangel, c'est pas non plus valeur sûre, valeur sûre. À Corée du Sud, on a vu que c'était leur gros point faible. Mais l'Afrique du Sud, ils ont peut-être le meilleur gardien du groupe, Rowan Williams. À voir si la CAN 2023, c'était pas juste une anomalie dans son parcours, mais je pense quand même qu'il est assez fiable, hein, et qu'il a largement la confiance des Sud-Africains. Le coach, c'est Bruce, c'est Hugo Bruce, je crois. Alors je sais plus comment il s'appelle. Tac tac tac. Ouais, c'est ça, Hugo Bruce. Hop, il est là. Qui est le mec qui a gagné la CAN avec le Cameroun en 2017 de mémoire. Est-ce qu'il a d'autres accomplissements à son actif? Bah pas que je connaisse en tout cas. 2009 Trabzonspor, je me demande s'il est qualifié pas en Ligue des Champions, parce que dans ces eaux-là, je crois qu'ils ont participé. Je sais plus. Non, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, il a gagné la CAN avec le Cameroun, et c'était considéré, je crois, comme l'une des pires équipes du Cameroun du 21e siècle à l'époque. Et ouais, non, l'Afrique du Sud, attention, c'est pas parce que c'est des mecs qui jouent essentiellement en Afrique du Sud qu'il faut les sous-estimer. Tac, tac, tac. Et il y a un autre mec aussi, moi, qui m'intéresse à surveiller, c'est Lyle Foster. Est-ce que c'est lui que j'ai mis d'ailleurs tac, tac, tac. Non, c'est pas lui que j'ai mis. Ah oui, on va en parler aussi de Mbokasi. Lyle Foster, qui est finalement le mec le mieux valorisé de l'effectif, qui évolue à Burnley en première ligue. C'est l'attaquant, c'est aussi un mec que j'ai hésité à mettre en mode clé. Osfinapolis, je pense, c'est tellement important pour la sélection que j'étais obligé de le mettre. Mais j'ai hésité à mettre Lyle Foster, j'aurais certainement pu mettre Lyle Foster. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas... Non, c'est bon. Et du coup, j'aurais pu mettre... J'aurais pu mettre Lyle Foster parce que c'est un mec de première ligue, c'est l'un des mecs qui peut step up son level, qui peut se montrer à la hauteur des meilleurs championnats du monde. Et à la Coupe d'Afrique, il a été assez important. C'est lui qui met l'essentiel de leur but, hein, je crois. Lyle Foster. Donc, c'est un mec à surveiller aussi. Mais du coup, c'est loin d'être une équipe démunie, l'Afrique du Sud. Hein. C'est une équipe qui a ses armes. Maintenant, les petits bémols. C'est que la CAN était un peu décevante. Voilà. Moi, forcément, j'attendais une CAN aussi intéressante que 2023. Et c'était peut-être un petit peu trop exigeant, voilà. Mais la CAN 2026, d'ailleurs, je suis en train de me demander si c'était vraiment 2023 du coup. Hein. Peut-être que je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. C'est peut-être 2025. Je sais plus. Bon, écoutez, on sait tous de quelle CAN je parle. Mais en tout cas, la CAN 2026 était un peu plus délicate. Il y a quand même... J'ai quand même envie de nuancer dans le sens où, dans leur groupe, je crois qu'ils battent l'Angola et ils battent... je crois que c'était le Zimbabwe avec eux. Donc, ils arrivent à battre les équipes qu'il faut battre. Surtout que l'Angola, c'est pas évident. Généralement, une équipe en dessous, ils arrivent à la battre. Mais ils ont perdu contre l'Égypte et ils se sont fait sortir par le Cameroun. Alors, pareil, Cameroun, ils étaient assez intéressants dans le jeu. Peut-être même meilleurs que le Cameroun sur une bonne partie du match. Mais... il y a quand même ce petit palier. Est-ce que vraiment c'est capable de battre en ce moment les équipes qui ont ce star power, que eux n'ont peut-être pas? C'est la question qu'on peut se poser. Et forcément, force est de constater, voilà, hein, on l'a vu, hein, les valeurs marchandes, il faut descendre à la 12e place pour trouver le premier sud-africain. C'est eux qui ont le moins de star power dans le groupe. Manque d'expérience face à une adversité de type mondial, ça va un petit peu avec, hein. Qui, en dehors des pays africains, ils affrontent pas grand monde. Et comme j'ai dit aussi dans le point négatif, c'est que leur dernier rassemblement est pas rassurant. C'était les friendlies, les FIFA friendlies. Ils ont affronté le Panama 2 fois, ils ont gagné aucune fois. Et attention au Panama. Attention au Panama. Parce que c'est une équipe à suivre, mais on a le temps d'en parler, on en parlera dans le 12e épisode. Mais l'Afrique du Sud, normalement, devrait être censé pouvoir les battre. Ils ont une plus grande valeur marchande, des meilleurs joueurs.
Mais voilà, il y a quand même un peu ce côté où un peu red flag de finalement la Coupe du Monde c'était un peu, enfin la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique c'était un petit peu un pétard mouillé où ça perd contre l'Égypte, ça perd contre le Cameroun, enfin voilà, dès qu'il y a du star power sur le terrain, ça a perdu. Et il y a ces friendlies contre le Panama qui sont ce que ça vaut, hein, ça reste des matchs amicaux, mais attention quand même. Moi l'Afrique du Sud je suis moins emballé en tout cas pour eux que je l'étais au moment du tirage, où je les voyais vraiment pas mal, mais là j'ai un peu plus de doutes. Joueur à suivre, peut-être que ça, qui peut faire la diff, c'est Mbexele Mbokazi. Alors oh là là, la prononciation c'est catastrophique, mais Mbokazi, on va l'appeler Mbokazi. C'est défenseur central qui évolue au Chicago Fire. Donc lui pour le coup il sera à domicile, en tout cas pas dans la phase de groupe parce qu'il sera au Mexique, mais pas aux États-Unis. Mais il sera quasiment à domicile. Chicago Fire 2005, très très jeune, très très jeune, et peut-être avec Gilberto Mora la deuxième grosse pépite à surveiller dans le groupe. On a vu la Corée du Sud, c'est pas vraiment une pépite que j'ai trouvée, mais très très intéressant, l'un des meilleurs prospects de MLS en ce moment. Beaucoup de gens le voient faire une trajectoire un petit peu à la Yann Diomandé et à se faire repérer par une équipe européenne. L'un des prospects les plus intéressants de MLS, et surtout le mec il marque des buts. Il marque des buts, c'est un défenseur central mais il marque pas mal de buts et souvent des bangers. Donc ouais, à surveiller de très très près Mbokazi pour cette Coupe du Monde de 2026. Globalement, s'il y a deux pépites à surveiller, je pense, dans ce groupe, c'est Gilberto Mora et c'est Mbokazi. On va faire maintenant la dernière sélection, la République tchèque. La République tchèque. J'adore la République tchèque, attendez, je vais vous prouver que j'adore la République tchèque, j'arrive tout de suite. Bohemska. J'ai passé 3 semaines en République tchèque en stage cet été. Enfin cet hiver. C'était incroyable. J'ai été voir un petit match des Bohemians. Ça fait plaisir, petit gobelet. Forcément grand plaisir pour ce peuple, de voir ce peuple participer à sa première Coupe du Monde depuis 2006 et sa deuxième Coupe du Monde seulement en tant que pays indépendant. Et la Tchécoslovaquie a participé, c'est une grande sélection de la Coupe du Monde. La Tchécoslovaquie, ça a fait 2 finales. C'est presque la plus grande équipe de l'histoire de la Coupe du Monde à ne jamais l'avoir gagnée avec les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie. Mais la République tchèque, ça fait depuis 2006 qu'ils ne l'ont pas remporté. Enfin, qu'ils ne se sont pas qualifiés. Donc c'est une génération entièrement nouvelle, forcément. À l'époque, je crois qu'il y avait les Pavel Nedved, les trucs comme ça, les Thomas Rosicky, je pense. C'était intéressant, mais là, on a vraiment une nouvelle sélection. Trop hypé de les voir. Moi, ça fait partie de mes équipes, mes pays un peu chouchous, mes pays de cœur. L'équipe m'emballe pas tant que ça, voilà, honnêtement. Par rapport à... Je suis plus emballé par l'équipe du Mexique, on va dire. Mais en tout cas, j'ai plus mon cœur en République tchèque qu'au Mexique. Les points forts, déjà, il y a la qualification. Le mental en béton dont ils ont fait preuve. Tout simplement, ils se qualifient 2 fois au tir au but, déjà. Donc déjà, tu es capable de gagner 2 séances de tir au but. Je pense que tu vas aborder les matchs à élimination directe de Ligue des Champions. Enfin, de Ligue des Champions, de Coupe du Monde. On arrive vers la fin. Tu vas les aborder de manière sereine. Si tu as été capable de remporter 2 séances de tir au but, tes séances de tir au but, 8ème de finale, 6ème de finale, tout ça, tu vas bien les aborder. Ils étaient à domicile quand même, donc ça a joué forcément, mais ils étaient menés 2-0 par l'Irlande. L'Irlande qui, elle, avait un momentum de fou, en plus en arrivant, avec leur exploit précédent. Et contre le Danemark, ils ont été rejoints au score, mais ils ont quand même été chercher cette qualification au tir au but. Le Danemark qui a été une équipe bien meilleure sur le papier. Le Danemark qui a vraiment une équipe qui est vraiment de rang 2 mondial, alors que la République tchèque, on va dire, c'est rang 4, rang 5 quoi. Sur le papier, le Danemark mène.
Et pourtant, c'est la République tchèque qui est là, parce que mental en béton, vraie mentalité slave, impulsé par le coach qui a un peu vadrouillé dans tous les clubs de République tchèque, hein, Miroslav Kubek, voilà, je l'ai mis là. Il a vadrouillé à Plzeň, il a vadrouillé au Bohemska, il a vadrouillé, je crois, Radek Kralov, les trucs comme ça. Enfin, il a fait un peu tous les clubs tchèques, peut-être pas le Slavia ni le Sparta, mais en tout cas, c'est un pur tchèque, quoi. C'est un tchèque pur sang, quoi. Et honnêtement, l'équipe a du potentiel. Voilà, ça reste vraiment le type de sélection qu'on voit beaucoup à l'Euro. Hein. De toute façon, la République tchèque, on est habitué à les voir à l'Euro, avec des joueurs un peu médium, pas médium, du top 5 européen. Et donc voilà, si on fait une petite liste, si on fait un petit truc, on a déjà Matej Kovar du PSV Eindhoven dans les buts, avec Luka Ornišec en doublure de Braga. Matej Kovar qui les a qualifiés hein, quasiment à lui seul, hein, la République tchèque, avec ses performances. Anton Kinski fait partie de la liste complémentaire. Ça, c'est encore une fois, c'est une grande liste qui va être rétrécie, qui a été sélectionnée. Donc tous ces mecs-là sont potentiellement sélectionnables pour la Coupe du Monde. On va voir ce que ça va donner. Antonin Kinski, qu'on a vu faire beaucoup de boulettes contre l'Atlético, voilà, je suis pas sûr qu'il sera sélectionné, très sincèrement, mais il est quand même dans la liste. Ladislav Fletchki des Wolves, que j'ai mis, je crois, que j'ai mis, on va en parler tout de suite. Robin Hranak de Hoffenheim qui a une belle petite colonie tchèque, hein, on va voir ça. Martin Vitic de Bologne, et là, voilà, les mecs du Slavia Prague, les Chaloupek, hop. Les Jurasek, les mecs comme ça, je sais pas, Gilles, Slavia Prague, Victor Yapsen, Vladimir Soufal évidemment qui est toujours là, qui est à Hoffenheim, voilà, comme j'avais dit, hein, petite colonie tchèque à Hoffenheim, qui a fait une magnifique saison d'ailleurs, Hoffenheim en Bundesliga, hein, qui je crois est top 5, top 6, j'ai pas vu la dernière journée. Hoffenheim, TSG Hoffenheim. Ouais, top 5. À un point de la Ligue des Champions, dommage. Mais bon, à un point de la Ligue des Champions, et les Tchèques, ils sont pas pour rien. Qui d'autre avant nous? Thomas Souček, forcément, évidemment. Taulier du milieu de terrain. On a les mecs de Lyon, Pavel Souč, Adam Karabek, qui sont évidemment à surveiller, les deux mecs de Lyon, surtout Pavel Souč, qui a fait une super saison. David Doudera aussi du Slavia Prague, qui est à surveiller. S'il est sélectionné, encore une fois, hein, tous ces joueurs sont peut-être pas sélectionnés, ceux que je suis en train de citer, mais c'est quand même un effectif qui est assez intéressant, je trouve. C'est un effectif euro, quoi. C'est un effectif Coupe d'Europe qu'on a l'habitude de voir. J'ai un peu l'impression qu'il y a on évite de mélanger les joueurs du Slavia Prague et du Sparta Prague, parce que autant t'as beaucoup de Slavia Prague, autant j'ai l'impression qu'il faut vraiment être bon pour être sélectionné en étant du Sparta Prague, quoi. Donc peut-être qu'il y a un peu ce côté où on essaye on n'a pas envie de mélanger les deux non plus, peut-être que c'est un peu l'huile et l'eau. Adam Lojek, toujours d'Offenheim, lui pareil, je suis pas sûr qu'il sera sélectionné. Adam Lojek qui était un prospect très intéressant, surtout en 2020 là, quand ils font la bonne Coupe du Monde, enfin le bon Euro. Dommage. Mais ouais, peut-être qu'il sera pas sélectionné, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il y a un effectif intéressant, typique européen, tout ce qu'on voit. Mais il y a un banc essentiellement composé du Slavia Prague et du Viktoria Plzeň, un peu du Sparta Prague. Donc voilà, ça c'est un truc que j'ai mis en positif quand même. Beaucoup de joueurs du top 5, plus qu'au Mexique, plus qu'en Corée du Sud, plus qu'en Afrique du Sud. Et tout ça, et donc ça va surtout être de la Bundesliga avec Hoffenheim. Un peu d'Italie avec Bologne, pour Martin Vitic notamment, et un peu de Première Ligue. Je crois qu'il reste... Alors, est-ce qu'il reste un joueur en Première Ligue? Je suis même pas sûr finalement, j'ai dit Première Ligue, mais si, il reste encore Souček. Souček est encore en Première Ligue. Et évidemment, on a un peu de Ligue 1 avec les deux mecs de Lyon. Donc voilà, et tout ça qui est complémenté par Slavia, Sparta, Plzeň, qui sont trois clubs qui sont assez sous-cotés, qui sont à pas sous-estimés. Slavia Prague, Sparta et Plzeň, tu les mets en Ligue Europa, à chaque fois c'est des clubs qui vont être très très chiants à jouer. Je crois que Plzeň là, ils sont sortis de la Ligue Europa cette année en étant invaincus.
Donc c'est vraiment des clubs à pas sous-estimer qui font un travail de formation sur les dernières années qui n'est pas innocent au fait que la République tchèque se retrouve à faire sa première Coupe du Monde depuis 2006. Donc ouais, c'était intéressant. Et j'ai mis Patrick Schick dans les points forts. Voilà, c'est la première fois, je crois que c'est la seule fois même où sur les équipes à suivre, c'est la seule fois où je me permets de mettre le joueur clé dans le point fort parce que c'est Patrick Schick est tellement monstrueux. Est tellement monstrueux pour la République tchèque. Ce mec, c'est une anomalie. Comment ça se fait qu'il soit pas dans un plus gros club que Bayer Leverkusen? Qui ne veut pas d'un Patrick Schick, ne serait-ce qu'en sortie de banc, sérieusement? Et ouais, 52 buts pour la sélection, attaquant encore clé du Bayer Leverkusen. Alors il a ses blessures, il a du mal maintenant à faire des saisons complètes, mais dès qu'il est sur le terrain, ça paye, dès qu'il est sur le terrain, c'est un putain de monstre. Et donc là, première et certainement dernière Coupe du Monde pour lui, voilà, 16 buts cette année en Bundes. Et il n'est pas mort, hein. Et de toute façon, c'est qu'un 96, il a le temps encore. Et donc ouais, honnêtement, donc peut-être dernière, peut-être pas. Hein. S'il se requalifie pour la prochaine, il y a des chances qu'il soit là. Mais première Coupe du Monde de la République tchèque, dans un groupe qui est abordable, on l'a vu, c'est le troisième pire groupe selon mes données parfaitement objectives. Donc attention à Patrick Schick, j'ai sorti une vidéo où je disais qu'il marquait au moins 3 buts dans la Coupe du Monde pour moi, et c'est, je pense, l'une des prédictions que j'ai sorties qui fait le moins désillusoire, hein, parce que c'est une vidéo où franchement je me suis amusé à sortir des takes très improbables tout en essayant de les argumenter. Mais Patrick Schick, pour le coup, le Patrick Schick marque 3 buts, c'est un truc où je suis presque prêt à hypothéquer ma maison. Ouais, heureusement, je n'ai pas de maison, donc ça ne sera pas retenu contre moi. Et ensuite, Ladislav Krejci, que j'ai mis à joueur à suivre, défenseur des Wolves. Alors, on connaît la saison très 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 difficile des Wolves, qui ont fini dernier de Première Ligue, etc. Mais c'est pas à cause de Krejci. C'est pas à cause de Krejci. Et par contre, vous savez ce qui est à cause de Krejci? Ce qui est à cause de Krejci, c'est qu'on a la République tchèque en Coupe du Monde. 86e. 100e. Un défenseur. Hein. Et regardez, qui prend le premier tir au but contre l'Irlande. Bon, il loupe le sien après contre le Danemark, mais on va faire semblant qu'on n'a rien vu. Et il est jeune, c'est un 99, pour un défenseur c'est assez jeune. Est-ce qu'il va descendre en Championship avec les Wolves, ou est-ce qu'il va se faire recruter par un club de Première Ligue? C'est à surveiller, parce que même avec les Wolves, il est très intéressant, malgré la saison compliquée. Donc vraiment l'un des joueurs à surveiller, mec qui a qualifié à lui tout seul la sélection, Ladislav Krejci. Si vous connaissez pas, branchez-vous Krejci. Et voilà, là si je devais faire honnêtement un classement dans mes joueurs à suivre que j'ai mis, je pense que je mettrais Gilberto Mora premier, Mbokasi deuxième, Krejci troisième. Dernier Wangin Beom, parce que c'est pas un mec à découvrir, c'est un mec qui est bien implanté maintenant, mais quand même à suivre, quand même à surveiller, mais bon. Dans les points faibles, des résultats un peu inquiétants. En premier lieu, c'est quoi ça, les gars? 2-1 contre les îles Féroé, et en plus les îles Féroé, ils ont failli les faire revenir. Après, théorie c'est qu'ils étaient pas tant inquiétés parce que leur dernier match c'était Gibraltar. Peut-être que ça a un peu levé le pied, et puis les îles Féroé, ça travaille très bien. Forcément, c'est pas évident d'aller se déplacer dans des conditions aussi bizarres que les îles Féroé. Il y a aussi cette lourde défaite contre la Croatie, 5-1 quand même. Et globalement, dans un groupe qui est assez facile, effectivement, tu peux être un peu inquiet de ces quelques contre-performances. Ça aurait dû être très facile de se qualifier. Monténégro, îles Féroé, Gibraltar, ça aurait dû être très très facile, et finalement il y a quand même eu ce léger frisson, même si c'était vraiment, encore une fois, c'était quasiment rien, parce qu'il fallait que les îles Féroé battent la Croatie à l'extérieur pendant qu'il fallait que eux perdent contre Gibraltar, donc ça autant vous dire que c'était quasiment impossible que ça arrive. Mais bon, il y a quand même cette défaite un peu red flag, et finalement ça fait quand même depuis le mois de novembre et cette victoire contre Gibraltar qu'ils n'ont pas vraiment gagné, parce qu'ils n'ont pas battu non plus l'Irlande et le Danemark sur 90 minutes. Donc
Attention quand même, première et dernière, c'est première et dernière dans le sens où c'est peut-être la dernière de la République tchèque. Voilà. Bon, celle-là, elle est peut-être un peu pessimiste, hein. Mais je veux dire, pour cette génération, surtout autant Patrick Schick, peut-être il peut tenir le coup, mais un Soufal, un Soucek, c'est pas sûr que ça tienne très longtemps. Alors pourtant, c'est une véritable génération de Tchèques, hein. C'est une génération assez emblématique qui a fait ce bel Euro 2020. Et peut-être que pour ces mecs-là qui sont, je pense, qui peuvent être considérés comme des légendes de leur sélection, ce sera peut-être la dernière. Et donc on sait la pression que ça peut peser. À la fois le manque d'expérience parce que c'est ta première, et à la fois ce sera peut-être ta dernière, donc un peu de pression. Et bon, ça là je l'ai vraiment mise pour la mettre, hein. Et enfin un peu explosif, ouais, c'est pas une équipe qui pue le tranchant, la République tchèque. C'est une équipe de vieux briscards du milieu de terrain, malgré la patte un peu Bundesliga qui a pas mal. C'est pas l'équipe qui fait très très peur, à mettre des contre-attaques dans le dos, je trouve, quoi. Il y a quand même attention, parce qu'il y a avec un Pavel Sulc et tout, tu peux quand même, je pense, faire des trucs intéressants, avec un Doudera aussi, mais avec un Jurasek aussi, mais globalement c'est une équipe qui est pas hyper explosive, et quand tu vas jouer contre l'Afrique du Sud au Svinapolis, il va t'en balader des Tchèques, hein. De toute façon ce mec là est capable de balader n'importe quel joueur, je pense. Il va t'en balader. Attention avec un Lee Kangin, attention avec un Gilberto Mora, avec comment il s'appelle déjà, un Gonzalez. Ouais, attention, c'est peut-être un groupe qui est très très piège pour une équipe comme la République tchèque. Donc c'est fini pour ce groupe. Je vais vous révéler maintenant le power ranking de ces équipes, le power ranking qui va se compléter. Et voilà, donc je trouve que ça donne une vue globale assez bonne de ce groupe, qui est assez homogène finalement. Je mets le Mexique 16ème de toutes les équipes du mondial. République tchèque 31, je les mets un petit léger pied devant la Corée du Sud, mais honnêtement je pense que c'est vraiment le tampon UEFA. Je crois d'ailleurs que dans mon ranking, la République tchèque c'est la plus faible équipe de la zone UEFA que j'ai mise. Et l'Afrique du Sud derrière, 37ème, là elle paraît loin, mais en réalité elle est pas si loin, hein. 31ème, 37ème, ça se vaut. Et je pense que l'Afrique du Sud c'est surtout ce petit manque de palier contre le Cameroun et l'Égypte qui me fait un peu les sous-estimer peut-être. On verra bien. La Corée du Sud, voilà, c'est pas la grande Corée, sinon je les aurais mis devant. République tchèque, ouais. Il y a beaucoup le tampon UEFA, ils jouent quand même contre des équipes meilleures. Voilà, Croatie, Danemark, etc. C'est plus relevé que Tanzanie, c'est plus relevé que Oman, c'est plus relevé que le Costa Rica. Donc bon, je les mets un peu devant. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est mon classement ? Je pense pas. En fait, en vérité, oui. Si là on me menaçait avec un flingue, on me dit donne-moi le bon classement du groupe A, c'est ça que je te sortirais. C'est Mexique 1er, République tchèque 2e, Corée du Sud 3e, Afrique du Sud 4e. Maintenant, autant ça, je suis assez confiant. Mexique 1er. Mais ces trois-là, pour moi, c'est ces trois équipes qui ont quasiment le même niveau. Et là, ça peut aller dans tous les sens. Ce qui rend ce groupe extrêmement excitant, extrêmement emballant. Dites-moi, selon vous, quels sont vos joueurs à suivre dans ce groupe ? Quelles sont vos attentes pour ce groupe ? Est-ce que vous avez regardé des matchs ? Quelle rencontre est-ce que vous attendez le plus ? La rencontre Mexique-Corée du Sud, qui est assez intéressante parce que c'est un grand classique de la Coupe du Monde, hein, qu'on a vu pas mal de fois. Ou est-ce que vous attendez plus des rencontres un petit peu originales ? Je pense que ça. Je suis pas sûr que beaucoup de gens vont regarder des matchs de ce groupe, à part peut-être le match d'ouverture qui se regarde quand même. C'est le match d'ouverture, à chaque fois on est plutôt content. Mais vous voyez par exemple, République tchèque, Afrique du Sud, les deux se sont juste rencontrés à la Coupe du Monde, à la Coupe des Confédérations 97. Afrique du Sud, Corée du Sud, les deux se sont jamais rencontrés.
Hop, tac, tac. Corée du Sud, République tchèque, juste dans des matchs amicaux. Donc ouais, c'est pas des matchs qu'on a beaucoup vus. Donc ouais, dites-moi ce que vous attendez de ce groupe, dites-moi votre classement, est-ce que vous vous mouillez un peu plus que moi, est-ce que vous voyez ça, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Allez voir des highlights de Gilberto Mora, allez voir des highlights de Mbokazi, de Ospinapolis. Et bah écoutez, on se retrouve si ça vous a plu pour tout simplement l'épisode 2 qui sera sur le groupe B. Et ensuite, on va faire ça jusqu'au groupe L, jusqu'au 12e groupe. Et à la fin, j'espère que ça vous donnera un bel aperçu, une belle vue d'ensemble des matchs de la Coupe du Monde. Sun goes down